Voilà, sur les bords de la Volga, encore une fois. Vraiment incroyable. Elle a été donc créée pendant l'Union soviétique. Et on va essayer de se rapprocher encore d'un autre petit endroit assez sympathique. Et donc voilà la statue de Lénine. Il est 10 h du matin, on est parti de la ville de Konakovo et là on va en direction de la ville de Dubna. On va laisser découvrir ça ensemble. Et donc on va en direction de Dubna, mais pour traverser on doit utiliser le bac. Donc je peux pas filmer parce que derrière moi il y a pas mal de personnes et de voitures. Mais en fait le but c'est d'aller on va de l'autre côté de la rive. Et donc on est comme sur un petit bateau avec toutes les voitures et on traverse de l'autre côté en fait. Alors on est de l'autre côté du canal. Donc tout à l'heure on était sur un petit bac qui nous permettait de traverser le canal et d'arriver sur cette partie-là de la berge. Et donc le canal que l'on vient de traverser, c'est le canal de Moscou. C'est ce fameux canal que je vous expliquais dans une première vidéo sur Konakovo, qui a été construit par les prisonniers pendant la période soviétique sous le contrôle du NKVD. Et donc c'est le canal qui permet d'alimenter en eau une partie de Moscou depuis la rivière Volga. Et là, ce que l'on a ici, en fait, eh bien, c'est une croix, un mémorial qui a été créé en fait en l'honneur de toutes les personnes qui ont construit ce canal, en fait, de tous donc les prisonniers politiques ou les personnes qui étaient au goulag et qui ont participé à ce canal, parce que je suppose qu'à cette époque, eh bien, au moment de construction de ce canal, comme dans beaucoup de situations lors des travaux forcés pendant l'Union soviétique, il y a dû avoir sans doute beaucoup de morts par rapport à la difficulté de la construction d'un tel ouvrage. On attend notre taxi et puis on va aller rejoindre la ville de Dubna qui se situe en face de nous et essayer de commencer un petit peu à parler de cette ville et de vous la présenter. Donc on peut le voir d'ici, tout au fond là-bas, les bâtiments qu'on a, c'est Dubna. Donc on a fait un petit tour en autobus, donc depuis Konakovo jusqu'ici, c'est vraiment très rapide, hein. C'est à peu près 50 minutes et on a pu traverser donc pas mal de grandes campagnes russes avec des gens, des vaches de partout, il y a des élevages énormes. Donc ça contraste quand même pas mal avec tout le reste qu'on doit trouver dans la région de Moscou. Mais là, la ville de Dubna, c'est quand même quelque chose d'autre, c'est une ville scientifique hyper importante dans la Russie. On va voir un petit peu ce qui nous attend là-bas et je pense qu'il va falloir faire un petit peu attention à ce qu'on doit filmer.
Bon, bah maintenant on comprend pourquoi tout était fermé. On essaye de se rapprocher du bord pour commencer notre vidéo. Et en fait, il y a le marathon de Doubna en fait. Ça, le taxi ne savait pas pourquoi en fait on ne pouvait pas y accéder. Et on arrive à Doubna en plein marathon. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu qu'en Russie, il y a de l'activité. Pour commencer cette vidéo sur Doubna, eh bien, on va aller se rapprocher des berges de la Volga pour découvrir un petit peu à quoi ça ressemble et faire cette introduction. Alors on est ici sur le quai Mendeliev. Bon, je vais essayer de vous le présenter quand même de l'autre côté, mais je dois dire avec tous ces marathoniens, il va falloir faire gaffe de ne pas s'en prendre un. Et on a ici donc la statue de Mendeliev. Mendeliev qui est vraiment un scientifique russe très connu, puisque c'est lui qui a fait la table périodique, vous savez, avec tous les éléments dans la chimie, etc. Alors, il fallait l'apprendre par cœur. Moi, j'ai un petit peu oublié. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est très important en Russie. Tout le monde connaît la table de Mendeliev avec tous les éléments périodiques. Et ben, c'est ce monsieur-là à grande barbe qui l'a créé. Et en fait, c'est en son honneur qu'a été créée cette berge, la berge de Mendeliev. Nous, on va essayer de traverser entre quelques marathoniens. Voilà, là, on a un espace tranquille. Hop. Et nous voici donc ici, voilà, sur les bords de la Volga, encore une fois, avec une petite plage très sympathique et quelqu'un qui a déjà piqué une tête. Voilà, on est à Doubna, sur une des plages de Doubna. Donc très sympa, vraiment, on est très proche du centre ici aussi. Et voilà, on peut accéder à cet endroit. Donc bien évidemment, ça fait un peu moins naturel que Konakovo, mais c'est aussi assez sympathique d'avoir un accès si proche à une plage. Donc comme je vous ai expliqué en introduction, ici on est arrivé à la ville de Doubna, donc on n'est pas loin de Konakovo. Il suffisait de prendre donc un bus, faire à peu près 50 minutes pour se retrouver ici. Alors on est vraiment sur une ville qui a un niveau complètement différent de Konakovo, puisque Doubna, c'est à peu près 80 000 personnes qui habitent dans cette ville. C'est une très grande ville quand même, si on doit comparer à Konakovo. Bon, pour le reste de la Russie, c'est quand même assez petit. On doit être à peu près quelque chose un peu plus petit que Nice, quelque chose comme ça. 80 000 personnes. Je pense qu'on est à peu près à quelque chose environ à l'équivalent de Tver. Mais cette ville, la ville de Doubna, qui se situe donc sur les bords ici de la Volga, en fait, c'est une ville qui est pas très ancienne. En fait, c'est une ville qui a été développée surtout aux périodes soviétiques et qui a un grand rôle dans on va dire toute la partie recherche atomique de la Russie. C'est pour ça qu'on va faire très gaffe dans cette vidéo, ce sur quoi on va filmer sur cette ville. Je vais essayer vraiment axer la vidéo vraiment sur des choses intéressantes, mais qui ne soient pas liées à la recherche nucléaire, parce que sinon, eh bien, j'ai bien peur que ça finisse en ciseaux, cette histoire. Ciseaux, pour une petite indication, en Russie, ciseaux, c'est la garde à vue. Voilà, c'est une petite prison faite spécialement pour la garde à vue, où si on fait des choses un peu répréhensibles, où il peut y avoir des doutes, où il y a des enquêtes, on peut très vite terminer à ciseaux. Donc j'ai pas envie de me retrouver, c'est pas le but de ma venue ici. Donc on va éviter tout ce qui est de filmer les laboratoires, même à l'extérieur, les centrales, les choses comme ça. Voilà, retenez que Doubna, c'est une ville très importante dans la Russie, c'est le plus grand centre de recherche atomique
de la Russie. Il y a un synchrotron qui a été créé ici, alors une espèce d'accélérateur de particules. C'est le plus grand du monde. On peut trouver des photos sur internet, on discutera un petit peu plus tard de tout ça. Mais voilà, un petit peu un avant-propos à cette vidéo. On va faire gaffe. Peut-être que ça va être un petit peu brumé. Je vais peut-être juste filmer juste ce qu'il faut. On va dire il y a peut-être certaines parties que je vais couper pour être sûr qu'il n'y ait pas de matériel qui soit compromettant et que je ne me retrouve pas en cabane dernière. Donc, on commence cette vidéo sur Dubna. Allez, on va continuer un petit peu notre petite promenade et on va essayer de s'approcher de la maison de la culture. La maison de la culture qui s'appelle Mir, qui veut dire le monde. Une maison de culture qui était des endroits très importants en Union soviétique et qui reste aujourd'hui, on va dire, très important au niveau de la Russie actuelle. Même l'éclairage public des parcs à Dubna nous rappelle les atomes. Et là, en fait, on est sur un petit parc en direction de la maison de la culture. Et en face, on retrouve en plein centre du parc une statue. Et de mémoire, c'est la statue de Mesheriakov. Mesheriakov, je me souviens plus du prénom, mais c'est un scientifique russe, enfin soviétique. Alors cette statue, elle a été mise ici en 2010. Voilà, je crois que c'était pour le centenaire. On doit avoir ici un petit livre à ce sujet. Mikhail Grigorievich Mesheriakov, qui est mort en 1994 et en fait qui était un physicien soviétique. Voilà, qui faisait partie de l'académie de recherche sur c'est ça, c'est sur les projets atomiques. Voilà. Donc qui a fait partie en fait donc c'est lui qui a créé, vous voyez, en fait, c'est ce qu'on voit, en fait, c'était une des personnes qui a construit le plus grand synchrotron, voilà, et il a été le directeur du synchrotron de Dubna, voilà. Donc ce fameux accélérateur de particules, voilà. Donc c'est pas pour rien qu'on va retrouver sa statue ici, voilà, de ce grand physicien soviétique. Allez, on va se rapprocher cette fois-ci de la maison de la culture. Et nous voici ici au pied de la maison de la culture de Dubna. Alors franchement, elle est super belle. J'en ai vu beaucoup des maisons de la culture dans la Russie, mais je dois dire celle-là, elle est vraiment incroyable. Elle a été donc créée pendant l'Union soviétique. Comme vous pouvez voir que pendant l'Union soviétique, on créait pas simplement des vilains bâtiments en béton. On avait quand même des bâtiments tout à fait respectables au niveau architecture, comme celui-là. Donc ça a été créé en 1956, en avril 56, car en fait, c'est dans cette ville qu'a été créé l'Institut unifié de recherche nucléaire. Et pour les gens qui habitaient ici, qui faisaient les études nucléaires pour les familles et pour les enfants, on a créé cette maison de la culture où avaient lieu de nombreux festivals, des spectacles, etc. Et aujourd'hui, c'est toujours un endroit très populaire pour tout ce qui est au niveau théâtre, représentation et festival. D'ailleurs, on peut le voir ici, voilà, avec toutes les représentations qui sont faites, où on voit Neo Orchestra, et puis plein de scènes de théâtre ou de spectacles, de musique, etc. qui sont joués ici. Et puis, juste à côté de la maison de la culture, on a la statue de Vysotsky. Vysotsky qui était donc un artiste, un poète, chanteur de l'époque soviétique. On va le retrouver là pour la bonne et simple raison, c'est que Monsieur Vysotsky
est venu à plusieurs reprises faire des représentations ici ou être sur les bords de cette maison de culture pour voilà, des œuvres artistiques et voilà, pour enchanter, on va dire, la population de Doubna. Voilà, on va aller continuer un petit peu notre découverte de cette ville ensemble. Et ce qui est aussi formidable, comme on est juste à côté des bords de la Volga, puisque c'est juste derrière cette maison qu'on va retrouver la Volga, eh bien on se retrouve toujours dans un écrin de nature au milieu des pins. Voilà. Et c'est vraiment très sympathique, l'air est vraiment très très pur et c'est très agréable de se retrouver dans un endroit aussi propre et aussi naturel. Vous voyez, encore une fois, hein, je ne le dirai jamais assez, mais on est dans une toute petite ville, en dehors des grandes mégalopoles russes comme Saint-Pétersbourg ou Moscou. Et ceux qui me disent que ces villes-là, c'est la misère, et bien regardez, appréciez un peu la propreté, à quel point ces villes sont bien entretenues, à quel point il y a des efforts qui sont faits. Alors oui, peut-être que la ville de Konakovo est peut-être pas aussi développée que celle-là. Bon, Konakovo, c'est quand même une toute petite ville pour la Russie, mais Doubna, voilà, 80 000 habitants, c'est pas énorme non plus, mais on peut quand même bien profiter en habitant ici et vivre dans des conditions assez respectables. Bon, visiblement, le marathon s'est terminé. Et on va essayer de se rapprocher encore d'un autre petit endroit assez sympathique. Bon, on va pas attendre la remise des médailles ni des coupes. Mais voilà, tout se termine ici pour le marathon. C'était pas prévu au programme de cette vidéo, mais voilà. Une petite mosaïque en référence à Doubna et sa place qu'elle a eue dans la recherche spatiale, parce qu'il y a eu une petite histoire à ce sujet également. Et voilà la plus grande table périodique des éléments que j'ai jamais vue. Et ben voilà, je l'ai oublié, la table des éléments périodiques qu'on voit en physique en France et qu'on apprend aussi en Russie. Donc la fameuse table de Mendeleïev, et bien là on l'a en fait sur la façade d'une piscine. Donc ben voilà, radium, francium, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cérium, voilà, tout ce qu'on doit apprendre en fait. Au niveau, on voit hélium, hydrogène, lithium, sodium, voilà, le cobalt, etc. Et ben on l'a tous ici. Donc pour se préparer pour un examen de physique, et ben voilà, on peut se poser ici et réciter. Il y a de quoi faire. Donc encore une fois, hein, donc Mendeleïev n'est pas originaire de cette ville, mais voilà, c'est la ville, la plus importante, je crois, hein, une des plus importantes, sinon la plus importante en Russie dans la recherche atomique. Et c'est pour cette raison en fait que Mendeleïev, les travaux ici ont été beaucoup mis en valeur, et d'où la présence de cette grande table périodique des éléments. Et autre point très intéressant à savoir, c'est que regardez, dans la table des éléments périodiques de Mendeleïev, le numéro 105, Db, doubnium. En fait, cet élément périodique a été inscrit dans la table de Mendeleïev en l'honneur de la ville de Doubna. Donc, sachez que l'élément périodique numéro 105 de la table périodique des éléments de Mendeleïev, le nom a été choisi spécialement par Mendeleïev pour honorer la ville de Doubna, le doubnium en référence à Doubna. Donc là, on est sur une des berges de Doubna, avec encore une fois la vue sur la Volga. Et cette berge s'appelle la berge du Komsomol. Komsomol, c'était en référence aux jeunesses soviétiques qui consacraient une partie de leur temps au développement de l'Union soviétique. Donc on va parler un petit peu de Doubna. Donc Doubna,
c'est une ville russe. Alors, on est loin du centre, hein, c'est de l'autre côté le centre. Ici, on est juste sur les berges. On voit quelques petites habitations, mais c'est pas le centre-ville. Donc, c'est une ville russe qui est située dans la région de Moscou. Elle est à 121 km de Moscou et elle se situe sur les rives de la Volga. Aujourd'hui, Doubna, c'est le plus grand centre de recherche en physique nucléaire de la Russie. Voilà, d'où l'intro que je vous avais fait en vous expliquant qu'on va faire un petit peu attention ce à quoi on filme dans une ville comme ça. Donc c'est le plus grand centre de recherche nucléaire de la Russie et donc la ville, je vous expliquais, elle est sur le bord de la Volga que l'on voit ici, mais également sur les bords de la rivière Doubna qui a donné son nom à cette ville et également de la rivière qui s'appelle Sestra. Et juste à côté donc du canal de Moscou que je vous ai montré également en intro qui a été créé donc par les prisonniers du Goulag. Et juste à côté de Doubna se situe donc le réservoir, ce qu'on appelle, donc c'est comme une réserve d'eau artificielle qui a été créée pour alimenter la ville, qui s'appelle le réservoir de Ivankovo. La ville de Doubna aujourd'hui abrite également une centrale hydroélectrique très importante, aussi importante sans doute que celle de Konakovo, qui s'appelle la centrale hydroélectrique d'Ivankovo. Et dans cette ville, la ville de Doubna, il y a d'autres villes qui sont rattachées, notamment les villages de Ratmino, de Yukino, de Kozlaki et du petit village d'Alexandrova. Vous n'allez pas me demander, Sacha, c'est où? Je ne sais pas, c'est sans doute à côté. Je les ai pas regardés sur la carte, mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir sur la ville de Doubna. Donc, la ville de Doubna, en fait, c'est vraiment une ancienne ville russe. Alors, pas la ville en elle-même, mais surtout les petites campagnes, puisqu'elle aurait été formée au 9e siècle ou au 11e siècle, entre le 9e et le 11e siècle, en fait. Et elle servait de poste de douane très important à la frontière avec Veliki Novgorod, puisqu'on se situe au nord de Moscou et on est très proche des villes de Novgorod. Et donc c'était un poste frontière entre la Russie du nord-est et Veliki Novgorod. Alors bien que sa fondation ici, la petite ville de Doubna et surtout les villages qui l'ont constituée soient rattachés au prince de Yuri Dolgorouki, voilà, elle reste encore sujette à des débats qui a créé cette ville, qui a fondé les premiers villages. En fait, tout ce qu'on peut savoir, c'est que cette petite ville de Doubna, à la base, eh bien, selon les historiens, appartenait à un prince de Yaroslav. Et elle a été complètement détruite en 1216 par les forces de Novgorod, de Veliki Novgorod. Alors, regardez, ça tombe bien. Ici, on voit Naberezhnaya Komsomolskaya. Vous voyez, donc les bords du Komsomol. Donc, pour revenir à cette histoire, donc elle a été détruite en 1216 par les forces de Veliki Novgorod et ensuite commençait d'être reconstruite et finalement de nouveau complètement détruite en 1238 par des invasions mongoles. Par la suite, elle a été remplacée. Il y a eu, on a recréé en périphérie de Doubna encore un nouveau poste de douane qui s'appelait Dubinsko Mito. Voilà. Et ainsi que d'autres établissements. Donc voilà, la ville a ensuite un petit peu vivoté, s'est développée et c'est donc ce qui a été très intéressant, c'est surtout pendant la période soviétique, parce qu'en fait c'était juste un poste de douane, il n'y avait pas une activité incroyable dans cette région, il n'y avait pas vraiment de ville qui s'appelait ou de village qui s'appelait Doubna, c'était surtout plein de petits villages qui étaient autour, notamment un des villages qui était assez populaire qui s'appelait Ivankovo, etc. Mais l'activité de cette ville a surtout, s'est surtout développée dans les années de l'Union soviétique, notamment en 1932-1937, lorsqu'il y a eu un canal qui a été construit, le canal de Moscou, qui a servi en fait, qui servait à approvisionner Moscou en eau depuis la Volga.
Et ce travail, comme je vous l'ai pu le montrer en introduction, a été effectué par des détenus sous le contrôle et sous la surveillance du NKVD. On a même des petits ours en décoration. Donc, ça a été voilà, c'était fait sous la direction et sous le contrôle du NKVD et avec un centre de construction qui était situé très proche de Dimitrov. Et les débarquements de prisonniers, eh bien, se faisaient le long des berges de la Volga. Donc en fait, ils étaient amenés en bateau et sur le bord des berges directement, et ils commençaient à travailler pour la construction du canal. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez fondateur pour la région de Doubna. Ensuite, en 1956, une voie ferrée a été inaugurée, a été construite, encore une fois par les détenus. Hein. Il faut savoir que tout ce qui a été infrastructure ici, apparemment, voies ferrées, canaux d'irrigation, etc., tout ça, ça a été construit par des détenus du Goulag, donc sous le contrôle du NKVD. Alors, pour ceux qui ont un petit peu des difficultés à savoir ce que c'est, à se rappeler qu'est-ce qu'était le NKVD, tout le monde connaît le KGB sous l'époque soviétique, donc cette fameuse police et, on va dire, service secret soviétique qui contrôlait beaucoup ce qui se passait en Union soviétique et à l'extérieur. Et bien, il y avait une autorité qui était encore supérieure sous l'époque de Staline, qui s'appelait le NKVD, qui était dirigé par un certain Lavrenti Beria, que j'ai pu faire référence dans une de mes vidéos comme une personne assez sadique. Et bien à cette époque, c'était le NKVD, l'autorité suprême, qui était vraiment très craint pendant la période de l'Union soviétique. Et bien c'était cette autorité-là qui surveillait les grands travaux qui étaient faits dans la région de Doubna, et notamment donc la construction de ce canal et aussi de cette voie ferrée en fait. Voilà, donc c'était à peu près ce que je pouvais vous raconter déjà sur le début de l'histoire. Donc c'était voilà 1932-1937 la construction du canal, 1935 la création donc d'une voie ferrée qui a été construite par les détenus, et puis une route, la A104, qui a été construite derrière depuis Dimitrov. Après la guerre, en 1945, un institut de recherche a été créé sur le courant continu, et une usine expérimentale y ont été créées. Comme une partie de l'Allemagne a été rattachée, notamment l'Allemagne de l'Est, était rattachée à l'Union soviétique, eh bien, c'est plus de 500 spécialistes allemands, y compris leurs familles, qui ont été transférés dans le petit village d'Ivankovo, qui se situait proche d'ici, et donc qui était en provenance d'Allemagne en 1946, et leur activité s'est terminée, donc c'était en 1953, donc c'était des gens qui sont venus pour participer au développement et à la création de cette ville. Et c'est dans les années donc 40, à peu près à cette époque-là, à la fin de la guerre, que la région de Doubna en Russie donc a été le site de développement scientifique militaire extrêmement important, parce que pendant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, des travaux préparatoires ont été entrepris ici, dans cette région, pour le développement d'une bombe atomique. Et c'est en 1946 que la décision a été prise de construire le fameux synchrotron. Donc le synchrotron, c'est alors je suis pas un spécialiste, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est un espèce d'accélérateur de particules. Et en fait, c'est un synchrotron, c'était un des synchrotrons le plus grand du monde. Donc un village de scientifiques secret a été créé pour abriter ces installations. Donc, et en 1956, ce village a été renommé en Doubna et inclus dans la région de Moscou. Et c'est en 1960 que les villes de Doubna et d'Ivankovo ont été fusionnées pour former la ville actuelle de Doubna. Donc Doubna, c'est vraiment une conception, une création purement soviétique, cette ville. Donc sur une des parties donc, du quai de Komsomolskaya, on va retrouver en fait au fond, alors on en voit plusieurs quand même, j'en ai vu quelques-uns, mais là en fait celle-là est un peu particulière, c'est une rotonde
une rotonde en l'honneur des soldats internationalistes. Alors, j'ai pas creusé le sujet, je suis désolé, mais en tout cas, voilà un des éléments. Donc, on va avoir donc ce petit mémorial qui a été attribué justement, et cette rotonde qui a été créée pour les forces armées de l'international. Donc, c'était en rapport aux soldats soviétiques qui défendaient en fait les idéaux communistes. Donc sur les berges du Komsomol, on va retrouver ce monument. Alors ce monument est vraiment très particulier. C'est un avion militaire qu'on appelle le Il. C'était des avions militaires soviétiques très populaires, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, c'est un Il-2, donc le Il-2, et c'est un avion qui avait disparu en fait. Le dernier vol de cet avion était en 1943 et on l'a retrouvé seulement en 2004. Et donc le voici. Et en fait, alors j'ai pas trop compris quel était le lien avec l'histoire de Doubna. Peut-être que je vais le trouver s'il y a ici il y a un monument qui en parle. Mais voilà, c'était un avion qui était porté disparu. Et aujourd'hui, en fait, il est en exposition. Ah, et bien voilà, on a ici toute l'information. Donc, il a été, c'est donc un grand avion qui était comparé à l'époque, on appelait ça un tank volant en fait. Et il a été mis en place ici le 8 mai 2008. Il a été retrouvé en 2004. Et donc, c'était en la mémoire donc de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un véritable avion soviétique de la Seconde Guerre mondiale. On voit en plus avec les bombes accrochées dessous. Alors, j'ai pu un petit peu lire l'histoire de cet avion en fait, grâce à la plaque mémoriale qu'on va retrouver au pied. Et donc, en fait, c'est un avion qui était piloté par un jeune lieutenant qui s'appelait Kamchilov Alexei et en fait qui s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pour l'Union soviétique en tant que pilote de cet avion. Et cet avion en fait était utilisé pour attaquer le blocus qu'avaient fait les nazis sur Saint-Pétersbourg. Et donc en fait il y avait une base qui était située pas très loin d'ici, dans la région de Taldom, et donc c'est vraiment très très proche de Doubna. Et donc ce lieutenant aurait été en fait abattu, aurait été mort en 1944. Et voilà, cet avion qui devait utiliser, donc à mon avis c'était peut-être pas le seul qu'il utilisait à l'époque, en fait il avait été porté disparu. Et donc on l'a retrouvé, et en fait c'est en honneur à ce soldat qu'on a mis cet élément avec cette fois son véritable avion, le Il-2, donc le tank volant qui était très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir pris le taxi pendant une petite quinzaine de minutes, on a Doubna qui est tout au fond en fait. Là on a la grande station hydraulique de Doubna. Et là, on se retrouve de l'autre côté des berges et on est sur un endroit, franchement, ça faisait des années que je voulais arriver ici parce que c'est un endroit qui est vraiment très typique et qu'on trouve très peu aujourd'hui dans la Russie actuelle, puisque beaucoup de choses ont été enlevées depuis l'ère soviétique. Donc, on a encore ici un mémorial qui a été créé en fait pour la construction. Donc là on le voit très bien, du canal qui permet de relier la Volga à Moscou, on le voit. Donc le canal Moscou-Volga pour les héros qui ont construit ce grand canal qui nous permet d'aller à la Volga, et donc d'aller jusqu'à la Moscou, enfin la rivière Moskva. Et donc voilà un petit peu ici on a ce qu'on appelle le réservoir Ivankovo en fait. Donc c'est
grande étendue d'eau artificielle qui a été créée. Mais ma venue ici n'est pas juste pour le réservoir d'eau qui a été, ni pour la station hydraulique qui est ici, la station hydroélectrique. C'est pour autre chose. Et je peux pas m'empêcher là. Il faut que je vous montre parce que c'était vraiment un truc que j'attendais depuis des années. On est dans un petit parc et là, devant nous, on a la statue de Lénine. Donc, bien évidemment, quand j'avais dit à ma compagne, bon, faut qu'on aille à Doubna, je dis, mais qu'est-ce que tu vas aller voir là-bas? Je dis, il y a la statue de Lénine. Elle me dit, mais il y a des statues de Lénine partout dans la Russie encore. Je dis, non, ils en ont enlevé plein, mais celle-là, elle est particulière. Et elle me dit, mais pourquoi? Je dis, mais elle est immense, t'as vu? Et donc, on a décidé d'y aller. Je lui dis, bah, s'il y a la statue de Lénine, il faut venir. Et elle me dit, bon, ok, on va regarder. Et en fait, il se trouve que ça, ce que vous avez devant vous, c'est la deuxième statue la plus haute de la Russie. La statue la plus haute de la Russie, c'est la statue de Volgograd, de la mère patrie. Je vous mettrai une photo en illustration. J'espère qu'un jour on pourra y aller. Mais ça, ce que vous voyez, c'est la statue de Lénine et c'est la deuxième plus haute de la Russie. Donc sachez que je pense que c'est la plus haute statue de Lénine de la Russie actuelle. Donc là, on l'a de dos. Donc on a Lénine qui regarde la Volga. Et on va aller faire le tour de l'autre côté pour voir à quoi ressemble cette statue. Alors on est en automne. Très honnêtement, j'aimerais bien revenir ici en hiver pour voir l'effet que ça doit donner d'avoir la statue de Lénine et qui se retrouve en face de la Volga et de la Doubna en fait. Gelée. Imaginez-vous à quoi ça doit ressembler. Je vais essayer de trouver peut-être quelques photos pour illustrer mon propos. Mais imaginez à quoi ça doit ressembler en fait d'avoir toute cette partie enneigée, tout glacé et cette grande statue de Lénine sur une forêt enneigée, ça doit être vraiment féerique. Je pense que je dois mourir de froid et ma GoPro ne supporterait pas. Mais pour le plaisir, je pense que je vais vous mettre quelques petites photos ou voire vidéos si j'en trouve. Et on va essayer de descendre un petit peu plus bas pour vous présenter la statue en intégralité. Et donc voilà la statue de Lénine. Et celle-là, contrairement à toutes celles que vous avez pu voir dans les petites vidéos que je vous ai fait, à chaque fois on la voyait, on trouvait une petite statue de Lénine quelque part. Je pense notamment à Kolomna. Eh bien, il n'y en a aucune que j'ai vue qui soit aussi gigantesque que celle-ci. Regardez, elle est complètement en pierre. Et donc, on voit la tête de Lénine qui est tournée, voilà, direction donc, de ce canal qui a été créé et de la Volga. C'est juste incroyable. Je ne sais pas comment ça va rendre au niveau de la caméra, mais elle est immense. On est vraiment, enfin, dire en bas, on est tout petit, quoi. C'est-à-dire que je pense si quelqu'un s'assoit ici, il fait juste la hauteur d'un bloc. Et imaginez le nombre de blocs en fait pour arriver en haut sur la statue de Lénine. Donc voilà, c'était aussi pour ça en fait que je voulais venir à Doubna pour vous présenter cette statue qui est quand même vraiment très représentative de ce qui était l'Union soviétique et des grands monuments qui ont été créés. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est de voir en fait qu'il en reste encore, et c'est ce que j'aime le plus, on va dire, dans les vestiges de l'Union soviétique, de trouver encore des lieux comme ça qui sont pas hyper populaires, parce que même en Russie, quand j'ai discuté avec plusieurs personnes, quand j'ai parlé de cette fameuse statue, peu de gens connaissaient en fait qu'il y avait cette statue qui était ici, qui était si importante. Et en fait, c'est vraiment, il y a un côté, si vous voulez, pas trop touristique, un petit peu discret en fait, et vraiment très
on va dire, ça fait effectivement bien cliché de dire ouais, grande statue de Lénine en Russie, c'est normal. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, surtout de cette taille-là, quoi, en fait. C'est vraiment, on va retrouver souvent des bustes. On va retrouver, par exemple, comme Kalinine, on retrouve souvent son buste. Lénine, on va retrouver, voilà, quelques petites statues, etc. Mais ces statues de cette gigantesque, c'est incroyable. Alors, parler de cette statue en disant simplement que c'est une statue qui est gigantesque, il faut quand même donner un petit peu des ordres de grandeur. Ce qu'on a face à nous, c'est une statue qui mesure 37 mètres de haut. Voilà, je viens de regarder un petit peu les détails. Elle a été mise ici en 1937. Donc, elle est devant l'entrée des premières écluses du canal qui emmène à Moscou. Donc, elle fait 37 mètres de haut et elle pèse 540 tonnes. Voilà. Et donc, elle a été installée ici donc en 1937. Sachez que donc le canal a été construit entre 1932 et 1937. Donc, c'est vraiment à cette époque-là, lorsque ils ont terminé le canal, qu'ils ont décidé de créer, d'installer ce monument et qui est en fait un petit peu le symbole des forces des travailleurs soviétiques à l'époque. Alors, travailleurs un petit peu forcés, puisque comme on l'a vu, c'était souvent des gens du Goulag qui étaient contrôlés par le NKVD qui ont fait ce travail, mais en fait ça illustre en fait la détermination qu'il y avait en Union soviétique à réaliser des projets d'une telle ampleur en fait. Et donc voilà, donc depuis 1937, on a cette statue qui est ici et qui n'a pas bougé. Et ce qui fait un plaisir, c'est que malgré le fait que l'Union soviétique ait disparu, eh bien cette statue est toujours là en fait, est toujours en place et comme vous voyez, elle n'a pas été dégradée, il n'y a personne qui s'en est pris, il n'y a pas de graffiti ni quoi que ce soit et ça vraiment, c'est vraiment un plaisir d'avoir la possibilité de voir un tel monument ici et surtout quand on est en pleine nature, tout autour de moi ici, voilà, j'ai que des arbres en fait, ici, avec un petit chemin là-bas, on peut aller en vélo et puis là, on a, voilà, la Volga qui est tout au fond avec, donc on l'a là ici la Volga et puis ça c'est une des premières écluses du canal de Moscou sous le regard donc du camarade Lénine. Et voilà, donc je l'ai enfin vu. Alors franchement, je sais pas pourquoi je suis jamais venu ici. Surtout que c'est pas très loin de Moscou. Enfin, c'est pas aussi loin que ça en fait. Donc il y a des endroits où je suis allé encore plus loin dans la Russie. Mais j'ai jamais entendu, en fait, j'avais jamais entendu de la part de gens à Moscou, de Russes, de cette statue. Donc comme ils ont été peut-être un peu blasés d'Union soviétique, je pense que pas tout le monde est vraiment intéressé de voir une statue de Lénine. Mais en tout cas, moi je suis super heureux d'avoir pu vous la présenter dans son intégralité. Bon, mon taxi qui m'a emmené jusqu'ici s'en va au loin. J'espère que je me retrouve un peu dans un coin un petit peu isolé. J'espère que malgré tout, j'arriverai à trouver un taxi pour revenir. En fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est une des écluses du canal de Moscou. Alors bon, effectivement, vous allez me dire, il n'y a rien d'incroyable à avoir une écluse, mais quand même, c'est l'histoire du canal de Moscou. Et en plus, ici, on a un mur qui est entièrement dédié à la construction de ce canal. Donc on voit avec les travailleurs de 1932 à 1937 et qui ont construit donc ce fameux grand canal en fait que l'on voit ici. Donc où ils disent ici, on voit Schluss Nummer 1, donc l'écluse numéro 1 en fait.
et donc ils disent chemin du canal Moscou-Volga. Voilà, donc on a ce fameux canal qui emmène directement jusqu'à Moscou. Voilà, donc on n'est vraiment pas à côté de Moscou, hein. Il y a vraiment une grande distance, et il y a un mur qui a été dédié à ça en fait, sur la construction, avec voilà, un petit peu comme des représentations historiques où on peut voir sans doute donc des photos de Staline, sans doute des photos aussi de Kalinine. Voilà, donc c'est un petit peu des représentations qui ont été faites sur ce mur pour parler de ce canal qui relie donc Moscou à la Volga, à un canal qui a été construit pendant 5 ans. Et là on voit un petit peu avec des dessins de l'époque qui représentent les ouvriers du goulag. Donc imaginez-vous, on est environ à 120-130 km de Moscou, et pendant 5 ans non-stop, les ouvriers, les prisonniers du goulag, sous l'œil du NKVD, ont construit ce grand canal. Donc voilà, je pense que les conditions devaient être terribles à l'époque. Ça devait être du travail qui devait être fait jour et nuit, hiver compris. Et à mon avis, les pauvres, on va dire, prisonniers du goulag de l'époque ne devaient pas avoir de quoi manger pour cette construction. Donc c'est un petit peu, voilà. Et là on voit en gros, yes, canal, on a enfin le canal, et avec les monuments de Moscou, donc avec des bateaux. Donc c'est un petit peu comme une fresque historique, l'apparition de ce canal. Et là on se dirige en haut, en fait, sur le sommet. On doit arriver normalement à la fameuse écluse qui permet au bateau, en fait, de passer du canal à la Volga. Et donc en fait, tous ces petits dessins qui représentent en fait en quelque sorte comme des vieilles photos, eh bien c'est, on va dire, chaque endroit clé du canal. Donc là on va avoir par exemple un phare, là on va avoir un endroit pour l'écluse, etc. Donc c'est vraiment représentatif de tout ce que l'on peut retrouver le long du canal. Donc on va monter. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si on peut vraiment tout filmer. On va voir. Théoriquement, je ne pense pas que ce soit des endroits trop sécurisés comme les centrales. J'espère qu'on ne va pas avoir des gardes de sécurité qui vont arriver. Mais théoriquement, en fait, c'est un des endroits qui est assez intéressant à voir dans la région de Dubna. Donc malheureusement, je peux confirmer qu'on ne peut pas y aller puisque c'est encore compris comme sans doute un objet stratégique ou quelque chose du genre. Donc c'est interdit d'aller de l'autre côté, en fait, avec une caméra ou avec quoi que ce soit. C'est un territoire qui est protégé. Et on voit en face écrit Slava Trudu, donc grâce au travail. Donc on ne peut pas. Là, juste au-dessous, on voit, c'est juste une route, mais qui est fermée, qui amène à un tunnel fermé, en fait. Et de l'autre côté, en fait, il y a l'écluse. Et j'essaierai de trouver quelques petites photos sur Internet pour essayer d'illustrer ça, malheureusement, ou alors même peut-être une vidéo, si j'arrive à trouver, j'essaierai de vous la mettre. Je pense qu'il doit y avoir sans doute des vidéos, et des photos à ce sujet. Bon, ce qui est très intéressant en fait, c'est que c'est donc l'écluse principale qui permet de relier le canal de Moscou à la Volga, et en fait, par ce canal, on peut en fait permettre aux bateaux de monter à une hauteur de 11 cm qui leur permet en fait ensuite d'aller naviguer sur la Volga. Donc c'est un petit peu dans la même logique que le canal de Panama, où il y a différents niveaux d'écluses qui permettent de passer les bateaux de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Et bien c'est la même chose en fait, ça permet de corriger les niveaux en fait d'eau et de permettre aux bateaux de passer d'un fleuve à l'autre. Je vais mettre quelques petites photos et vidéos pour illustrer, ça sera plus sympa. Bon, finalement, en fait, on est arrivé à trouver quand même un taxi pour le retour.
ça fait plaisir. Mais bon, pas possibilité de filmer l'écluse. Moi, je vous ai trouvé quand même des vidéos et des photos pour illustrer un petit peu. C'est vrai que c'est toujours un peu le côté un petit peu dommage quand on fait ces vidéos, c'est que même en ayant préparé les choses bien en avance, on n'est jamais sûr de pouvoir savoir si on va arriver sur un territoire qui est ouvert ou pas, parce qu'en fait, ça fait quand même des parties des lieux intéressants à voir. Mais en ce moment, compte tenu de la situation géopolitique actuelle en fait, et du risque sans doute de terrorisme, eh bien c'est très compliqué en fait d'accéder à ce type de lieu. On peut pas toujours savoir si ce lieu va être ouvert ou pas. Et donc voilà. Mais ça n'empêche pas d'aller faire des petites recherches sur internet et puis de pouvoir vous documenter correctement. On va aller se rapprocher du centre-ville de Doubna. Doubna, comme je vous l'expliquais, donc c'était pas du tout une ville historique pour la Russie. C'est simplement un groupement de villes qui a été fait pendant l'Union soviétique, lié au développement scientifique dans cette région. Et en fait, on va voir à quoi ressemble le centre. Et donc, nous voici ici, dans le centre-ville de la ville de Doubna. Donc, très moderne. Et j'ai l'impression que vraiment les bâtiments voilà, ont été construits assez récemment. Parce que vraiment, donc, des bâtiments en briques assez sympa. Mais voilà. Voilà à quoi ressemble le centre-ville de Doubna. Donc j'ai fait confirmer ça par un taxi. Voilà, c'est ça le centre. Donc vous voyez, pas de petites rues piétonnes, pas d'église, des bâtiments, tout simplement, et puis des centres commerciaux. Bon, on peut pas dire que c'est une ville qui est abandonnée, hein. On voit bien quand même que les infrastructures sont quand même plutôt pas mal. Les bâtiments, franchement, assez récents, assez beaux. En périphérie, j'ai pu filmer un petit peu au début de la vidéo. Quand on est arrivé, j'ai pu filmer quelques bâtiments qui étaient en périphérie de Doubna. On va peut-être revoir vers la sortie, qui était assez sympathique, puisque c'est des bâtiments qui étaient créés pendant l'Union soviétique, un peu de style Stalinka, mais c'est en dehors. Mais c'est, voilà, si on doit dire quoi ressemble voilà, le centre de Doubna, eh ben c'est ça. Parce que oui, comme je vous l'avais dit en fait en introduction, Doubna, c'est pas une ville historique, c'est une ville qui a été créée par l'Union soviétique pour des projets de recherche atomique. Et en fait, ils ont choisi la ville de Doubna pour cette recherche parce que elle était assez isolée de Moscou en fait. Donc c'était assez loin, ça faisait 120 km, c'était pas non plus extrêmement loin de Moscou, mais suffisamment isolé en fait pour pouvoir faire un centre de recherche atomique. Et surtout ce qui était intéressant, c'était qu'on était proche d'une centrale électrique. Voilà. Le contrôleur général du centre de recherche nucléaire de Doubna à l'époque de l'Union soviétique était bien évidemment le chef du NKVD, monsieur Lavrenti Beria. Et c'est donc lui pendant de nombreuses années qui a surveillé le développement de ce projet atomique. Et puis il y a eu, on va dire, pas mal de choses qui ont été réalisées ici, notamment pendant, on va dire, 3 années de travail intensif. C'est les prisonniers du Goulag qui ont été mis à l'œuvre pour travailler en faisant des travaux forcés pour créer l'accélérateur de particules que j'ai pu vous présenter un petit peu avant dans cette vidéo en 1949. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à Doubna? Eh bien, à Doubna, ça a été toujours une ville scientifique. Ça rappelle un petit peu Zelenograd par certains points. Et en fait, elle a évolué dans ce sens-là. En fait, c'était une ville de recherche, une ville de chercheurs qui étaient ici dans le domaine scientifique et dans le domaine notamment nucléaire. Donc, suite au développement de cette ville, après les années 40,
eh bien, la ville s'est quand même un petit peu étoffée. Et en fait, c'est ce qui est apparu, les premiers bâtiments qui sont un petit peu derrière, les bâtiments style Panelka, parce que en fait, cette ville était plus vue comme en fait une ville dortoir pour les scientifiques et leurs familles, sachant que à Doubna, il y a un espèce d'équivalent un peu comme un polygone scientifique qui me semble, si je me trompe pas, est de l'autre côté du pont, en fait, que l'on voit ici. Donc, j'aurais pu y aller, filmer, etc. Mais on va pas jouer la provocation parce que ce n'est pas du tout comme à Zelenograd. Zelenograd, je me suis amusé à filmer le polygone scientifique parce que voilà, on était dans la partie électronique, donc effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est quand même beaucoup moins contrôlé et beaucoup moins risqué, on va dire en matière de sécurité. Mais voilà, il faut savoir que c'est juste de l'autre côté, normalement de l'autre côté de la berge, qu'on a ce fameux polygone scientifique de recherche nucléaire, et grâce auquel en fait l'Union soviétique est devenue une véritable puissance nucléaire. C'est par rapport aux travaux des scientifiques qui ont habité dans cette petite ville de Doubna. Donc là, on est encore une fois sur les berges. Il y a beaucoup d'eau ici. C'est vraiment un petit endroit assez sympathique pour les familles. Dans les années 70, eh bien, la ville de Doubna a vu l'émergence et le développement industriel et de scientifiques significatifs ici, notamment avec la construction de la station de communication spatiale Azimut numéro 2. Dans la ville de Doubna, on peut souvent voir, et on l'a vu en introduction, qu'il y avait des fresques qui avaient été faites par rapport aux avancées scientifiques et aux avancées au niveau de l'espace, parce que Doubna a été une ville aussi très importante dans ce domaine, puisque c'est justement grâce à cette station de communication spatiale eh bien, qu'elle a permis à l'Union soviétique et ensuite à la Russie de faire des grands projets au niveau spatial avec sa construction en 1977, et tout en sachant que c'était grâce à cette station spatiale pendant les Jeux Olympiques de Moscou, donc les Jeux Olympiques de 1980, que cette station en fait a permis d'assurer la diffusion des Jeux vers l'Europe et l'Atlantique. Aujourd'hui, cette station et Doubna sont en fait un grand centre de communication et l'un des plus grands au niveau de la Russie et de l'Europe. En 1994, dans la ville de Doubna, a été créée donc une université internationale de l'homme, des sciences, de la nature. Alors, j'ai pas eu l'occasion de me rendre jusqu'à cette université parce que je crois qu'elle est pas loin du polygone. Et en 2001, la ville de Doubna a reçu le statut de ville scientifique par décret présidentiel. Et c'est en 2005 qu'une zone économique spéciale a été créée dans les environs de la ville de Doubna pour favoriser les secteurs tels que les technologies nucléaires, les nanotechnologies, les technologies de l'information et médicales. Elle offre en fait, cette ville, Doubna, des véritables avantages fiscaux et plein d'autres subventions et incitations pour permettre aux entreprises de créer des activités et d'attirer des employés ici pour créer environ, le but c'était de créer de 10 000 emplois, et aujourd'hui on a une présence d'environ 350 entreprises à Doubna. Donc tout a été fait ici pour voilà, dynamiser, pour développer ce secteur d'activité scientifique. Et donc voilà, c'était à peu près tout ce que je pouvais vous présenter sur la ville de Doubna. Alors je serais d'accord si vous me dites que voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter, il n'y a pas beaucoup de... quand même pas mal d'éléments, je dois dire, pour une ville de cette taille, et surtout avec la faible composante historique à cette ville. Mais voilà, tout ce qui est, on va dire, la partie essentielle de cette ville que je n'ai pas abordé volontairement pour éviter d'avoir des problèmes de sécurité. On n'est pas dans une chaîne YouTube ici pour aller s'amuser à faire du clic
en faisant des vidéos illégales. Mais voilà, tout ce que je peux trouver en fait sur internet au sujet de ce polygone, de toutes les activités, j'essaierai de vous montrer quelques petites photos pour pouvoir l'illustrer, notamment voilà le polygone scientifique de recherche, mais également aussi toute la partie qui est liée, on va dire, à l'université, etc. Donc ça, j'essaierai de le publier par rapport à des sources ouvertes que je peux trouver sur cette ville, mais je ne m'amuserai pas à aller là-bas filmer, sachant déjà l'attitude qu'ont les agents de sécurité pour des installations comme les centrales. J'ose même pas imaginer qu'est-ce que c'est d'aller filmer un laboratoire, ou même si c'est juste l'extérieur, mais un laboratoire de recherche nucléaire. Donc voilà un petit peu, si vous voulez avoir un panorama de cette ville, à quoi elle ressemble. Eh bien vous voyez, c'est absolument pas une ville à l'abandon. On a ici un grand centre commercial et un grand centre d'affaires qui est en cours de construction. Donc c'est une ville qui se développe, et il y a vraiment un projet, un plan d'activité pour développer cette ville ici. Et ça fait plaisir parce que voilà, encore une fois, ça permet de confirmer que eh bien, la Russie, c'est pas juste Saint-Pétersbourg et Moscou, mais voilà, c'est toutes ces petites villes qui sont autour et qui jouent un grand rôle dans l'économie de la Russie, dans l'innovation, dans le développement, et que beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui encore, ignorent. Et donc voilà, c'est sur ce bac que se termine cette vidéo, là où on l'avait commencé à nos débuts. Et donc là, on retraverse de nouveau la rivière pour aller de l'autre côté, du côté de Konakovo. Et donc c'est sur ce bac que l'on va se quitter pour cette vidéo. Donc j'espère que vous en aurez appris beaucoup plus sur cette ville, sur cette petite ville de Doubna, donc qui a été une ville qui a été formée pendant l'Union soviétique, qui a été formée surtout comme ville dortoir pour les ingénieurs qui ont développé sur des programmes nucléaires, mais voilà, qui est quand même intéressante pour découvrir. Спасибо вам большое за ваше внимание. Merci de votre attention.